Bonjour micro. Vous m'entendez? Non. Adrien, on démarre. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Donc évidemment, je dis à toutes d'abord, puisque nous avons l'insigne honneur d'accueillir non seulement des excellences, des ambassadrices, mais aussi la première ministre de la France, Madame Édith Cresson, qui nous fait l'amitié de cette courte visite et d'un petit propos liminaire de fraternité en francophonie. Madame la Première ministre, je vous invite à venir ou au pupitre ou à la table, à votre convenance, pour nous adresser votre allocution. Oui, venez. Madame l'ambassadrice, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président, c'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la francophonie économique, qui est un concept déjà ancien, puisqu'il a une trentaine d'années, et un concept très important sur lequel je voudrais aujourd'hui qu'on réfléchisse. La francophonie économique est chère à mon cœur. Et je voudrais remercier Jean-Loup Blachier d'avoir organisé cette réunion pour que nous puissions en parler et voir comment nous pouvons faire avancer ce concept. L'idée de francophonie économique est née parce que 4 grands dirigeants africains ont voulu la lancer. Il s'agit de Léopold Sédar Senghor, le président du Sénégal, Habib Bourguiba de Tunisie, Amani Diori du Niger et le prince Sihanouk du Cambodge. Donc il y a une trentaine d'années, ensemble, ils ont lancé ce concept qui s'est développé. Et je pense que c'est un concept intéressant parce que la francophonie économique, ce n'est pas seulement la langue, c'est aussi un certain nombre de valeurs, c'est une culture que nous partageons. Et aujourd'hui, il y a 88 pays qui font partie de la francophonie économique. C'est beaucoup, c'est un atout sur lequel nous devons nous appuyer pour développer le commerce, les exportations, les échanges de compétences, la formation. Donc, c'est un concept intéressant. Alors, la francophonie économique ne concerne pas seulement les grandes entreprises. Bien sûr, il y a Airbus, etc., des grandes entreprises, mais de plus en plus, on s'aperçoit que les entreprises petites et moyennes sont intéressantes pour le tissu économique du pays et que ces entreprises n'ont pas les moyens toutes seules d'aller à l'export. Et que donc, on peut les aider et qu'en se regroupant, on peut effectivement aboutir à des résultats qui sont intéressants. L'économie, c'est pas la diplomatie, encore que la diplomatie soit très importante, et je voudrais féliciter ici les ambassadeurs qui s'intéressent à l'économie. Mais très souvent, au cours de ma carrière, j'ai observé que les ambassadeurs, en particulier français, ne s'intéressaient pas beaucoup à l'économie, qu'il fallait travailler à côté, qu'il fallait que, par exemple, que le ministère du Commerce extérieur ne soit pas rattaché au ministère des Affaires étrangères, ce qui est une erreur. Et donc, lorsque François Mitterrand m'a demandé d'être ministre du Commerce extérieur, je ne sais pas trop ce que c'était, mais j'ai découvert l'intérêt de ce ministère. Et une des premières opérations que j'ai menées, je voudrais vous le raconter, c'était de louer les grands magasins Bloomingdale à New York et d'emmener des entreprises françaises, et pas seulement des grandes, mais des petites et des moyennes, en préparant le terrain avant, c'est-à-dire en préparant le fait que ces
produits présentés par ces entreprises puissent être ensuite distribués dans tous les États-Unis. C'est une opération qui a eu beaucoup de succès, tellement de succès que c'est une petite anecdote, mais qui peut avoir son côté drôle. Les patrons des grandes entreprises qui avaient, à ce moment-là, c'était au début du premier mandat de François Mitterrand, les grands patrons étaient partis aux États-Unis, puisqu'on avait des communistes au gouvernement, donc pour eux c'était un signe qui leur faisait peur. Et ils ont acheté une page du New York Herald en mettant « Merci Madame le ministre » pour ce que j'avais fait en montrant les entreprises françaises dans Bloomingdale. Donc j'étais les voir, j'aurais dit merci de ce message, et maintenant il faut rentrer parce qu'on a besoin de vous. Et donc les choses se sont arrangées comme ça. Quoi, le commerce permet d'avoir des relations personnelles, permet de développer beaucoup de choses, et c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous devons développer la francophonie économique. J'ai vu que 2 pays avaient quitté la francophonie pour aller dans le Commonwealth. Bon, il ne faut pas que ça se reproduise, il faut peut-être que nous travaillions entre nous d'une façon plus approfondie pour savoir comment améliorer la francophonie économique. Et je crois qu'il y a de grandes possibilités. Voilà. Donc aujourd'hui, 2 pays ont quitté la francophonie économique. Il faudrait se demander pourquoi et voir comment on peut remédier à cet état de choses. Je vais écouter ce que vous avez à dire avec beaucoup d'intérêt. Je suis très heureuse que des ambassadeurs nombreux soient ici pour parler de ce sujet. Il se trouve que le problème de la francophonie, comme tous les problèmes d'intelligence économique, souvent, enfin chez nous en tout cas, en France, les ambassadeurs ne s'y intéressent pas beaucoup. Mais pourtant, c'est très important de pouvoir analyser la situation à l'extérieur, de savoir comment réagissent les potentiels clients ou les partenaires qu'on peut avoir, et ensuite essayer de développer une politique qui aille dans ce sens. C'est ce qu'on appelle l'intelligence économique, et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel la France doit encore progresser. En tout cas, je vais écouter avec beaucoup d'attention et d'intérêt ce que vous avez à dire, et je vous remercie encore une fois d'être là aussi nombreux. Merci. Merci Madame la Première ministre d'avoir rappelé que ce sont 3 Africains et un Asiatique qui ont créé, l'ancêtre de l'OIF, et pas des Français de Châtellerault par exemple, ni de Romorantin, ni de Paris. Donc aussi vous avez dit quand même, j'apporte une petite précision, certains pays ont quitté récemment la francophonie, non c'est pas tout à fait exact, certains pays ont adhéré au Commonwealth car on peut être polygame en Afrique, c'est pas un problème. Voilà. Donc, on peut adhérer au Commonwealth sans quitter la francophonie. D'ailleurs, ça s'est déjà produit plusieurs fois. Voilà, on va passer au sujet qu'on devait traiter. Mais quand même, je vais quand même vous dire une chose. Bon, Madame la Première ministre, c'est quand même un titre éternel. Ici, nous avons un secrétaire perpétuel. Ça, c'est un titre pour toute l'histoire. Et surtout, je voudrais vous féliciter 30 ans plus tard parce que j'ai fait un édito, j'étais à l'époque directeur de la rédaction de Marie-France, pour vous défendre quand la meute a été lâchée. Et vous défendre aussi parce que vous saviez très bien, vous étiez déjà une femme de grande expérience politique, qu'en allant à Matignon, l'enfer serait particulièrement violent et brûlant. Et c'est ce qui s'est produit. Donc vous avez eu ce courage d'accepter la demande du président Mitterrand. Et vous allez au charbon, au feu, au combat, et je crois que la génération d'aujourd'hui doit vous remercier. Et ici, cette honorable assemblée vous applaudir à nouveau. Merci à tous. Donc maintenant, on va passer à nos débats, et j'appelle Madame l'ambassadrice du Gabon, Madame Massala, Viviane Massala. Alors, si vous voulez prendre place, on va s'organiser comme ça, comme on a une petite estrade. Vous allez vous mettre par 3, là. Monsieur l'ambassadeur Valédon, allez-y. Après, si vous voulez parler au pupitre, vous pouvez le faire. Là, au moins, vous serez assis devant la salle. Et puis, monsieur Patrice Anato,
Ça fait trop? Oui? Comme vous voulez, comme vous voulez. Patrice? Donc voilà, c'est la première vague de nos 3 éminents panélistes. Et c'est l'ambassadeur de Maurice, de la République de Maurice, pardon pour la coquille dans le kakémono, M. Valédon, qui va ouvrir le débat parce que, au titre escalité, parce qu'il est le président depuis cet été du groupe des ambassadeurs francophones en poste en France. Ensuite, ce sera Madame l'ambassadrice, et ensuite Patrice Amato, qui est donc ancien député issu de la diaspora, ce qui est déjà une particularité remarquable. Et maintenant, il est entrepreneur. Et lorsqu'il était à l'Assemblée, il s'occupait de la diplomatie économique avec l'Afrique. Donc avec eux trois, nous serons d'emblée dans le sujet. Je vous ai adressé, madame, messieurs, le conducteur. Vous voyez, il y a une deuxième mi-temps, on garde des choses pour le deuxième tour de table, d'accord? Pour garder un peu de happening, comme disait le francophone. Monsieur l'ambassadeur, à vous la parole. Merci. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier M. Alfred Millot pour m'avoir invité à cette 5e conférence des ambassadeurs africains de Paris. Conférence qui a pour thème la relance de la francophonie économique en Afrique. Et permettez-moi, dans un premier temps, de vous présenter brièvement Maurice. Donc je fais bien la distinction entre la République de Maurice et l'île Maurice. L'île Maurice, c'est l'île principale, et l'île Maurice fait partie de l'ensemble du territoire de la République de Maurice. Et donc, dans un deuxième temps, je vais enchaîner avec la place de Maurice en tant que membre du Commonwealth et aussi membre de la francophonie. Et je terminerai en essayant de répondre en partie, du moins, à cette interrogation. Comment la francophonie économique peut-elle se relancer en Afrique? Maurice a commencé à être habité de manière définitive à partir de 1715, ce qui fait que nous avons à peine 3 siècles d'histoire. Et il faut bien que je précise qu'il n'y avait à l'origine pas de peuple autochtone à Maurice. Donc, tous les habitants de notre pays ont des ancêtres qui sont venus d'ailleurs, ce qui fait du coup que nous soyons un peuple d'immigrés. Ainsi, forcément, nous avons appris de vivre ensemble très tôt, très tôt. De ce fait, les Mauriciens ont maintenant des attaches privilégiées avec 3 continents, notamment l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Notre population est composée d'habitants dont les ancêtres sont venus chronologiquement de la France, de Madagascar, du Mozambique, du Sénégal, du Royaume-Uni, de l'Inde et de la Chine. Ce qui explique en grande partie notre diversité culturelle. Ainsi, les différences ne nous ont jamais interpellés. Au contraire, cela a été pour nous une source d'enrichissement. Nous avons d'abord connu la colonisation française pendant presque un siècle, pour ensuite devenir une colonisation anglaise pendant 1 siècle et demi, avant d'accéder à notre indépendance en 1968. Et à cette époque, nous dépendions essentiellement de la canne à sucre. Et cependant, tout de suite après, nous avons très vite compris que ce serait pour nous une faiblesse à l'avenir. D'où le fait que nous avons investi dans le tourisme et le textile dans les années 70, et parallèlement, l'accès à l'éducation est devenu gratuit, ce qui explique en grande partie notre réussite économique. Dans les années 90, nous avons commencé à entrer dans le secteur des services, notamment le secteur numérique, le secteur financier et celui de l'immobilier. Aussi dois-je ajouter que parmi nos atouts, il y a avant tout notre position géographique. Il y a aussi à Maurice une stabilité politique. Donc, position géographique, je veux dire que Maurice se situe entre l'Afrique et l'Asie. Et à Maurice, nous sommes connus pour notre stabilité politique, ce qui ne peut que rassurer les investisseurs. L'autre atout est que nous sommes bilingues, francophones et anglophones. Et d'ailleurs, là, je dois préciser que notre contexte linguistique est assez complexe. Les Mauriciens ont pour la plupart comme langue maternelle le créole,
La langue administrative, c'est l'anglais. La langue des médias est le français, sans parler des langues ancestrales qui sont enseignées dès le cycle primaire. Maintenant que cette brève présentation de Maurice est faite, je passerai à la deuxième partie de mon exposé, la partie centrale, c'est-à-dire l'économie de Maurice en tant que membre à la fois du Commonwealth et de la francophonie. Historiquement, le commerce extérieur de Maurice est majoritairement dominé par les marchés anglophones, que ce soit au niveau mondial ou avec l'Afrique. Pour les exportations, globalement, les pays francophones représentent en valeur près de 75% des exportations mauriciennes, par rapport à moins de 25% pour les pays francophones. En ce qui concerne l'Afrique, la part du marché des exportations mauriciennes vers les pays africains sont aux alentours de 34%, avec une répartition de 21% vers les pays africains anglophones et de 13% vers les pays africains francophones. Pour les importations mauriciennes, la tendance est encore plus prononcée, avec une nette domination des pays anglophones, ou plutôt des pays majoritairement non francophones, qui représentent près de 88%, et donc environ 12% pour les pays francophones. L'Asie, qui comprend aussi le Moyen-Orient, est de loin la source principale d'approvisionnement de Maurice, avec près de 58% de nos importations, suivi de l'Europe avec 21%, l'Afrique 13%, l'Amérique 5% et l'Océanie 3%. Pour l'Afrique, troisième fournisseur de Maurice, l'Afrique francophone reste marginale, avec seulement 1% de nos importations, alors que l'Afrique anglophone, avec un seul pays, notamment l'Afrique du Sud, représente 10% des importations mauriciennes. Pour bien comprendre l'évolution du commerce extérieur de Maurice et du poids très important des pays anglophones, il est important de tenir en compte le contexte historique, politique, culturel, géographique, commercial et logistique de Maurice. À son indépendance en 1968, la diplomatie mauricienne s'est engagée très activement et avec succès à négocier et à développer un vaste réseau d'accords et de traités bilatéraux, régionaux et multilatéraux, notamment pour favoriser, accroître et soutenir les échanges commerciaux de Maurice avec les différentes régions du monde. Le développement industriel et des services, ainsi que de la modernisation des infrastructures, notamment la logistique portuaire et aéroportuaire, ont aussi grandement contribué à accélérer le développement des échanges commerciaux entre Maurice et les pays du monde. La période des années 70 à 2000 a surtout été dominée par les échanges avec l'Europe principalement. À présent, d'un côté avec la montée en puissance de l'Asie, avec la Chine et l'Inde notamment, et de l'autre côté avec l'émergence de l'Afrique, il apparaît clairement que les flux commerciaux entre Maurice et l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, le Kenya et d'autres pays d'Afrique connaîtront une très forte croissance au détriment de l'Europe. Nous le constatons déjà dans la tendance de ces 10 dernières années. Même si actuellement les échanges entre Maurice et l'Afrique sont principalement avec les pays anglophones, notamment dus aux accords commerciaux et à la proximité géographique, nous redoublons d'efforts pour nous rapprocher des pays de l'Afrique francophone et surtout de l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Mais le principal obstacle pour accélérer nos échanges de produits reste quand même la logistique, notamment le transport du fret intra-africain. Comme vous le savez déjà, Maurice est membre du Commonwealth et de la francophonie. Membre du Commonwealth depuis 1968, juste après notre accession à l'indépendance, et membre fondateur de l'ACCT à l'époque, en 1970. Si le Commonwealth a vu le jour en 1949, la francophonie n'existe que depuis 1970, soit 2 décennies après. D'un côté, le Commonwealth regroupe 56 membres et l'OIF, pour sa part, 88 membres. Mais la grande différence entre les membres du Commonwealth et ceux de la francophonie, c'est que les membres du Commonwealth sont les anciennes colonies anglaises, alors qu'à l'OIF,
les membres ne sont pas forcément tous des anciennes colonies françaises. Aussi, de par le fait que les membres du Commonwealth étaient anciennement des colonies anglaises, ils ont donc hérité d'un cadre politique et légal plus ou moins similaire, alors que tel n'a pas été le cas pour les pays membres de la francophonie. L'EIF, à ses débuts, avait pour mission, bien sûr, de promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique, l'éducation, la coopération entre les pays membres de l'organisation. Cependant, et fort heureusement, par la suite, la dimension économique est devenue un enjeu stratégique et central. Enjeu stratégique et central au sein de la francophonie. Et le partage du français, bien sûr, favorise l'accroissement des relations économiques et commerciales entre partenaires francophones et constitue des zones d'échange privilégiées. L'espace francophone produit actuellement 16% du PIB mondial et affiche une croissance économique de 7%. Sixième langue mondiale avec 300 millions de locuteurs à travers le monde. Quatrième langue sur Internet. Deuxième langue la plus apprise dans le monde. Le français est la seule langue avec l'anglais à être présente sur les 5 continents. Si les francophones d'Afrique représentent 60% de cette francophonie, ils sont en outre essentiellement plurilingues, notamment anglophones et arabophones. Une force dans un monde géopolitisé ultra compétitif, où la solidarité linguistique peut jouer une certaine résistance économique, voire une croissance économique, soutenue par des valeurs communes. Maurice en est l'exemple parfait qui illustre cette force économique du bilinguisme ou du multilinguisme. D'autre part, le Forum francophone des affaires défend les intérêts des entreprises francophones dans près de 120 pays dans le monde, à travers un réseau de chefs d'entreprises locaux et de relais internationaux institutionnels. D'ailleurs, c'est bien de rappeler que le Forum francophone des affaires fut tenu à Maurice du 4 au 6 octobre 1993, en préambule du 5e sommet de la francophonie, du 16 au 18 octobre 1993 à Maurice, ce en présence du président François Mitterrand. Lors de ce sommet à Maurice, le traité OHADA a été signé et adopté le 17 octobre 1993 par 14 États africains. Je rappelle que l'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Les entreprises mauriciennes, certes, sont très actives dans la francophonie économique depuis de nombreuses années déjà, que ce soit au sein du Forum francophone des affaires ou d'autres instances francophones. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de rencontrer M. Jean-Loup Blachier, président du GPF, et son équipe avec mon conseiller technique à l'ambassade, et nous avons pu échanger à l'ambassade sur plusieurs pistes d'opportunités de collaboration entre le GPF et les entrepreneurs mauriciens. Par ailleurs, Maurice sera représenté à la 2e rencontre des entrepreneurs francophones du MEDEF international à Abidjan par la Fédération nationale du patronat mauricien, Business Mauritius. Et je dois dans ce sens souligner que lors de la première édition de la rencontre des entrepreneurs francophones, en août 2021, Business Mauritius et MEDEF International ont signé un protocole d'accord pour une coopération plus poussée entre les deux entreprises patronales. Il y a bien entendu beaucoup de sujets de grande importance à débattre et de nombreuses avancées à réaliser dans la francophonie économique. Cependant, à l'occasion du prochain sommet, je citerai 4 sujets suivants comme avancées d'intérêt économique et stratégique que je souhaiterais. Premièrement, la solidarité économique. Il nous semble crucial que la solidarité économique et la coopération économique au sein de l'espace francophone soient au centre des débats. Deuxièmement, le numérique. Le numérique abolit les distances et est un atout stratégique pour connecter et rapprocher davantage les entrepreneurs, les entreprises, que ce soit les micro ou petites entreprises, les moyennes ou les plus grandes entreprises. Troisièmement, l'énergie. La crise actuelle, que ce soit la guerre en Ukraine, avec l'impact sur le prix du pétrole,
sur le prix du gaz, ou le changement climatique qui s'accélère dangereusement, a rappelé durement les enjeux autour de l'énergie. La bascule des énergies fossiles vers les énergies vertes est inéluctable et vitale à la fois pour la planète et pour l'ensemble de l'humanité. Cependant, cette transition ne se fera pas en quelques années et ne se fera pas non plus à la même vitesse pour tous les pays. Il faudra impérativement accompagner cette transition dans les meilleures conditions possibles pour l'espace francophone. Finalement et quatrièmement, le financement. Il me paraît évident que la finance restera le nerf de la guerre. Sans un financement adéquat et approprié, aucune des trois avancées citées plus haut, la solidarité, la coopération économique, le numérique ou l'énergie, ne pourra se faire. Il nous faudra trouver les sources, les mécanismes et les véhicules de financement nécessaires pour assurer l'ambition d'une francophonie économique et réaliser la stratégie économique de l'espace francophone. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir rappelé les valeurs de la francophonie qu'évoquait Madame Cresson également, d'avoir cité des opérateurs économiques que sont les groupements patronaux, par exemple le GPF de notre ami Jean-Luc Blachier qui va intervenir tout à l'heure, de notre ami aussi Steph Gentili du FFA qui interviendra une prochaine fois, et donc d'avoir mis en perspective ce qui serait pertinent de faire pour avancer. Voilà. Je vous en remercie beaucoup et je profite d'un instant pour saluer l'arrivée tout à l'heure de Madame Ken Aïchatou Boulama, ambassadrice du... Voilà. On l'applaudit. Et puis, et j'espère que vous serez bientôt à notre prochaine conférence. Et puis Alain Leroy, s'il est là, l'ambassadeur de France. Oui, il est là-bas. Donc nous avons plusieurs excellences, celle présente à la tribune et d'autres dans la salle. Encore un instant pour saluer à distance il y a plus de 200 personnes connectées en Afrique, une vingtaine de pays, il y a même des gens des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne, enfin bon. Je voulais saluer notre ami Moussadek Bayi, qui est un grand entrepreneur malien. Il est le créateur et dirigeant du groupe hôtelier Azalai Hotel. Et il vient d'être élu patron des patrons maliens. Voilà, même en des temps difficiles, l'économie, comment dire, est résiliente, elle s'active. Bravo Moussadek et à bientôt à Paris. Je regarde là parce qu'il y a des caméras là-haut. Madame l'ambassadrice, c'est à vous, s'il vous plaît. Je voudrais avant tout, puisque j'en ai l'honneur, de saluer chaleureusement et respectueusement Madame la Première ministre. Et je voudrais également saluer Monsieur l'ambassadeur de Maurice, président du groupe des ambassadeurs francophones. Saluer les collègues panélistes à table ici et autour dans la salle. Et ensuite, vous dire grand merci, Monsieur Mignot, pour l'invitation à partager avec vous ce soir quelques réflexions sur la francophonie économique et sur les ambitions de mon pays, la République gabonaise, que j'ai le grand honneur de représenter ici en France. Je voudrais également, Monsieur Mignot, puisque c'est la première fois que je participe en présentiel, saluer votre initiative de réunir mensuellement les ambassadeurs africains de Paris autour des sujets de grande importance comme celui que vous nous proposez aujourd'hui, à savoir la francophonie économique. C'est en 2014, lors du 15e sommet de la francophonie tenu à Dakar, que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de faire de la coopération économique un axe majeur des actions menées au sein de l'organisation en faveur des populations francophones. C'est un vieux concept, certes, mais c'est en 2014 qu'on va dire que les chefs d'État ont pris la mesure ou l'importance de ce sujet concernant la francophonie économique. C'est à cette occasion qu'est adoptée la première stratégie économique pour la francophonie, avec pour principal objectif de renforcer l'action économique dans l'espace francophone,
ainsi que la coopération et la solidarité en faveur des jeunes et des femmes. Cet engagement s'est matérialisé par la mise en œuvre du programme de promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes. Un dispositif dont l'ambition est d'accompagner la transformation structurelle des économies en mettant l'accent sur l'innovation et le numérique. Et également de soutenir l'accroissement de la productivité dans les secteurs prioritaires à forte valeur ajoutée. Avec une contribution du PIB à l'échelle mondiale de l'ordre de 16%, la francophonie doit offrir à chacun des États et gouvernements des opportunités d'affaires indispensables pour la création des richesses et l'amélioration des conditions de vie, notamment dans les pays d'Afrique et d'Asie. La francophonie économique, monsieur l'ambassadeur l'a dit, c'est un marché de plus de 300 millions d'habitants aujourd'hui, constitué d'une part des populations des pays avancés, la France, le Canada notamment, et d'autre part de celles des pays en développement, majoritairement situés en Afrique subsaharienne. Cette population globale devrait atteindre près d'1 milliard d'habitants d'ici 3 décennies, 85% d'entre eux vivant en Afrique subsaharienne. La taille du marché et la différence de niveau de développement constituent des opportunités pour les uns et les autres en vue de construire des coopérations susceptibles d'impulser la dynamique économique au sein de notre espace francophone. Cependant, en dépit des initiatives menées à ce jour, le volume d'échanges entre pays francophones reste faible. C'est peut-être la raison pour laquelle M. Mignon a eu l'idée de faire cette conférence autour de la francophonie économique. Pour ce qui est du Gabon, les pays francophones portent la part la plus importante des échanges commerciaux internationaux. La France et le Maroc, par exemple, restent nos partenaires traditionnels, ainsi que les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ainsi, nous continuons de penser que la mise en œuvre de la francophonie économique, notamment en Afrique, repose sur des leviers tels que le développement de l'entrepreneuriat, car l'accès à l'emploi pour les jeunes à la fin de leurs études devient de plus en plus préoccupant pour les pouvoirs publics qui ne peuvent plus indéfiniment continuer de recruter à la fonction publique. Au Gabon, par exemple, le recrutement à la fonction publique est gelé depuis 2018, donc depuis 4 ans aujourd'hui. Le deuxième levier est la construction des partenariats économiques. Le continent africain, grâce et à cause de son niveau modéré de développement, dispose d'un énorme potentiel pour les entreprises des pays avancés. Pour ce faire, il est indispensable que des partenariats économiques soient noués entre les États membres de l'espace francophone afin de faciliter le développement des affaires, le transfert de technologies utiles pour la transformation de l'Afrique et ainsi la création des richesses dans nos États. Ces partenariats peuvent également se faire dans le cadre de la coopération Sud-Sud, à l'image de ce qui est prévu entre le Vietnam et certains pays africains, comme le Gabon autour du café. Sur les conditions d'amélioration de la francophonie économique, il va sans dire que l'OIF doit veiller, et le fait déjà, à créer des synergies et les conditions de partenariat et de coopération entre les acteurs de l'espace francophone à travers la concertation, les partages d'expériences et le réseautage. La nouvelle stratégie économique pour la francophonie, adoptée en novembre 2020, vient renforcer cette position de la francophonie comme agent facilitateur et stimulateur de coopérations économiques et numériques. Tout comme la mise en place des missions économiques et commerciales de la francophonie, dont la première a été accueillie par le Cambodge et le Vietnam en mars 2022, et la deuxième par le Gabon et le Rwanda en mois de juin dernier. Nous pouvons dire que ces missions économiques ont donné de très bons résultats, des résultats satisfaisants, car plus de 350 entreprises ont pu être mobilisées et une trentaine d'accords de partenariat entre entreprises francophones ont été signés. Aussi, je profite de l'occasion pour rendre hommage à Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie,
pour toutes ces innovations que je qualifierais de visionnaires. Et je vous apprends aussi qu'à l'instant, mesdames, messieurs l'ambassadeur, madame l'ambassadeur du Niger et moi-même avons suivi l'audition de madame Luis Mushikiwabo qui vient d'être renouvelée. On vient de lui renouveler notre confiance pour un deuxième mandat. Dans ce même registre, permettez-moi de souhaiter voir réactiver les réflexions autour de la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace. Pourquoi ne pas ressortir des tiroirs l'idée lancée par le président Abdou Diouf, alors secrétaire général de la francophonie, celle d'instaurer un visa francophone des affaires. En effet, les Africains se rendent plus facilement dans d'autres pays non francophones pour faire des affaires, la Turquie, la Chine ou les pays du Golfe. Ainsi, pour rendre notre espace plus attractif, la francophonie se doit de privilégier le partenariat économique au sein de l'espace afin de permettre aux investisseurs francophones de saisir en priorité les opportunités d'affaires. Le Gabon, premier PIB par habitant au sud du Sahara, offre de nombreuses opportunités, de possibilités qui ne demandent qu'à être partagées avec tous nos partenaires francophones, notamment dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'agro-industrie, de la pêche, du numérique, du tourisme et bien d'autres. Notre plan d'accélération de la transformation qui court de 2021 jusqu'en 2023 agit comme un catalyseur multisectoriel. Des zones économiques spéciales orientées transformation ingénierie ont bénéficié déjà de près de 2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Notre guichet numérique de l'investissement facilite la création d'entreprises via le portail Invest in Gabon. Mesdames et messieurs, à ce stade, je voudrais anticiper sur les questions qui nous ont été soumises, n'étant pas sûr d'être là jusqu'à la fin, et surtout d'avoir Madame la Première ministre jusqu'à la fin. Je voudrais donc anticiper sur ces questions qui portent notamment sur l'adhésion du Gabon au Commonwealth. Madame la Première ministre a cité 2 pays qui sont partis, mais on n'est jamais parti. On est là, mais c'est notre partenaire supplémentaire que nous voulons avoir. Et je souhaite simplement dire qu'il ne devrait y avoir ni opposition, ni comparaison à faire entre ces deux organisations, qui, comme d'ailleurs plusieurs pays, à la fois membres de la francophonie et du Commonwealth, l'ambassadeur vient de le dire, son pays est membre de 2 organisations. Ces pays membres de 2 organisations, comme je disais, ont l'habitude de travailler de concert et de développer des projets communs, ainsi aussi bien culturels qu'économiques, en faveur de leur population. Cela dit, l'adhésion du Gabon au Commonwealth n'est évidemment pas exclusive. Et du point de vue économique, le Gabon a entamé depuis plusieurs années un processus de diversification de son économie qui commande naturellement une diversification de partenariats aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Le Gabon entend donc, par cette adhésion, s'enrichir des apports multiformes de 55 États membres et de 2,5 milliards d'habitants de cet espace. La question sur la présence du Gabon à la 2e rencontre des entrepreneurs francophones organisée par le MEDEF international à Abidjan à la fin de ce mois. Je voudrais indiquer que la Confédération patronale gabonaise vient d'élire à sa tête M. Henri-Claude Oyima, président directeur général du groupe BGFI Bank, qui est une banque panafricaine présente dans plusieurs pays africains, à peu près une 12aine de pays. Donc le plan d'action de son mandat prévoit de donner une place importante à l'entrepreneuriat. Aussi, au regard de l'importance de cette thématique, la Confédération patronale gabonaise pourrait-elle, sans nul doute, représenter le Gabon à cette rencontre de haut niveau dédiée aux entrepreneurs de l'espace francophone. À la question des avancées d'intérêt économique que le Gabon souhaiterait obtenir à l'occasion du prochain sommet de l'OIF à Djerba, le mois prochain, nous rappelons que le sommet sera précédé du Forum économique de la francophonie, une tradition installée depuis le sommet de Dakar dont j'ai fait allusion tout à l'heure, et qui montre l'engagement de la francophonie en faveur du développement économique de ces pays membres.
Ce forum représente une opportunité pour mettre en avant les exemples de réussite dans les domaines de l'entrepreneuriat. À l'ambassade, nous travaillons à la participation des entrepreneurs de la diaspora à ce forum. Mesdames et messieurs, distingués invités, voici de manière sommaire les réponses aux questions que vous avez bien voulu nous soumettre. Et j'espère que, autour de la francophonie, bien sûr, économique, et j'espère qu'elle pourrait contribuer à enrichir le débat qui va suivre. Je répète que les défis sont immenses en Afrique, et par l'action, par nos politiques publiques, par l'action diplomatique du Gabon, à travers le flux d'affaires, nous sommes déterminés, comme vous l'êtes aussi, j'en suis sûre, à dynamiser les échanges commerciaux francophones pour le bien commun. Grand merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, notamment d'avoir évoqué cette belle idée du visa francophone des affaires que nous sommes plusieurs à soutenir un peu partout. Océane, le président Giraud, c'est là, Étienne. À la CPCCAF, Denis Deschamps, qui est là, délégué général. Et bien d'autres personnes. Je ne les connais pas toutes, comme dit Jean-Pierre Raffarin. À propos des Chinois, on dit qu'il est expert, mais je ne les connais pas tous. Voilà. Donc, on va passer la parole à Patrice, qui va sans doute prolonger votre propos, puisqu'il était dans le bain de la diplomatie économique parlementaire. Donc, cher Patrice, à vous la parole. Merci, Alfred. Madame la première ministre, mesdames les ambassadeurs, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, honorables invités, je suis honoré, Alfred, de participer pour la première fois à cette rencontre qui, je sais, existe depuis plusieurs années. En effet, je m'en vais vous parler de quoi? La thématique qui a été retenue, c'est comment relancer la francophonie économique en Afrique. Et je pense que c'est un sujet qui peut paraître sensible, surtout en cette période assez mouvementée en Afrique, et notamment dans quelques pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Comment relancer la francophonie économique, sachant qu'il y a aujourd'hui certains mouvements de protestation ou de détestation, si je dois dire, de la présence française ou de l'influence française à travers le continent. Donc c'est un sujet qui, me semble, doit pouvoir être abordé avec, bien sûr, cette volonté française de pouvoir continuer à maintenir une forte relation avec les États d'Afrique, étant donné que la France y est depuis longtemps et qu'on a un lien que j'appelle moi un lien ombilical entre l'Europe, entre la France et l'Afrique, raison de plus de ménager aujourd'hui les sensibilités et de pouvoir permettre à ce que la France soit toujours présente parmi la diversité des acteurs ou des partenaires des pays d'Afrique. Durant le mandat de la 15e législature à l'Assemblée nationale française, de 2017 à 2022, j'ai été donc président du groupe de diplomatie économique avec l'Afrique. Nous avons choisi en 2017, avec certains collègues, de mettre en place ce groupe d'études qui n'existait pas dans les mandatures précédentes. Et donc ça a été une innovation en 2017 de mettre en place ce groupe qui avait pour objectif, et qui continue de l'être, de renforcer les relations bilatérales parlementaires entre la France et les États d'Afrique, tant francophones, lusophones que anglophones, puisque la francophonie économique, pour pouvoir s'étendre, se développer et avoir de l'impact, ne doit plus se limiter qu'à l'espace francophone. Et donc, l'objectif de ce groupe, c'était aussi de permettre à ce que les parlementaires français, dans leur territoire, puissent
accompagner aussi les entrepreneurs français à s'ouvrir sur l'espace francophone, à s'ouvrir sur l'Afrique et permettre justement de donner de la visibilité à des opportunités d'affaires ici et là-bas. C'est ce à quoi nous avons travaillé durant ce mandat, ce qui a permis, entre autres, de réaliser certains événements, des rencontres bilatérales économiques, notamment entre le Nigeria et la France, la Côte d'Ivoire et la France, le Sénégal et le Ghana également, qui n'est pas un de nos partenaires habituels, plutôt francophone. Et aussi, ça a consisté à amener des parlementaires qui s'intéressent à ces sujets dans des pays africains, accompagnés d'entrepreneurs, de petites, moyennes entreprises, pour explorer le terrain, trouver des collaborations et bien sûr faire affaire. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, la francophonie économique, elle n'est pas à réinventer. Je pense tout simplement qu'elle est à rénover. Nous sommes déjà, la France est déjà présente en Afrique. Quand bien même aujourd'hui on a sur les réseaux sociaux des activistes ou des mouvements qui décrient la France est toujours aimée. Moi je dis, c'est comme un couple, on s'aime beaucoup et donc on s'attend à recevoir quelque chose de l'autre, on s'attend à un retour. Et à partir d'un moment quand on constate que le retour n'est pas tout à fait ce à quoi on s'attend, ça peut dévier un peu vers des conflits ou une petite détestation qui n'est pas vraiment une détestation. Et ça, je le constate sur le terrain quand je vais en Afrique. Les Africains ne sont pas en haine de la France. Les Africains veulent de la France. Encore, il y a moins d'un mois, le président béninois, par l'intermédiaire de son ministre des Finances, me disait clairement, nous voulons de l'ingénierie française au Bénin. Et donc, ce qui veut dire qu'on a encore cette relation qu'il faut renforcer. Monsieur l'ambassadeur le disait tout à l'heure, l'ensemble des pays francophones représente plus de 16% du PIB mondial et connaît un taux de croissance de 7%. Ce qui a été aussi remarqué ces dernières années, les investissements étrangers en France ont aussi augmenté comparativement à 2016. Ils étaient de 16%, aujourd'hui de 65%. Donc il y a vraiment une dynamique de l'espace francophone avec la France comme partenaire de tous ces 88 pays. Il y a une vraie dynamique qu'il faut tout simplement continuer à nourrir et à booster. C'est aussi le travail, à mon avis, de nos entreprises qui sont installées en Afrique. C'est le cas, je ne vais pas les citer, mais de Total, d'Engie et autres, de mettre en place ce que moi j'appelle une diplomatie économique des entreprises qui consiste aussi à permettre à ce que les locaux soient associés au board de ces entreprises, que les locaux soient associés à des contrats de collaboration, ce qui permet d'étendre encore plus l'influence, le soft power français en Afrique et de pouvoir faire justement des partenariats équilibrés, des partenariats gagnant-gagnant, ce qui est appelé de tous leurs voeux par les Africains. J'ajouterai aussi qu'il y a un besoin aussi, un besoin de dynamiser encore plus la présence française. La présence française, elle est là, je l'ai dit, mais on voit aujourd'hui qu'il y a à peu près 12 000 entreprises chinoises en Afrique contre 6 000 françaises. C'est du simple au double. Et donc, si on veut vraiment continuer à être présent, accompagner, être aux côtés de nos partenaires, nous devons être de plus en plus présents à travers nos entreprises, les petites, moyennes entreprises, organiser des rencontres entre les différents acteurs économiques pour permettre de développer justement des
des marchés. Aujourd'hui, l'énergie est le premier besoin en Afrique, l'assainissement d'eau, l'agribusiness, et la France a toutes ces ingénieries. Aujourd'hui, nous les avons affinées, et la preuve en est que certains pays, quand ils ont essayé d'autres concurrents, ils ont compris très vite qu'il y avait un gage de qualité qui était beaucoup plus français et qui n'était pas là. Donc je crois que nous devons tout simplement porter encore plus fort cette dynamique avec nos partenaires du continent africain. Quelques remarques que j'ai pu avoir ces derniers temps et que j'aimerais aussi partager avec vous. Il s'agit de types d'actions qui suscitent de l'intérêt, tant sur le continent que ici en France et en Europe, mais qui mériteraient d'être tournées, je dirais, de sorte à mettre aussi en avant nos partenaires africains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Hier, j'étais à Bercy pour l'événement Ambition Africa, qui est à sa 5e édition. Un vrai succès, avec la qualité des intervenants, avec aussi les invités présents et tous les sujets qui ont été débattus. Mais à un moment donné, je me suis posé la question. Nous, Français, nous faisons l'événement Ambition Africa en France, à Bercy, puisque c'est une initiative du ministère de l'Économie et des Finances. Nous sommes à la 5e édition. Quand est-ce qu'on fait une édition en Afrique? Nous faisons Ambition Africa sans les Africains sur le continent. Il y a un petit souci. Et donc... oui. Ben, donc, allons faire... je ne l'ai pas encore proposé au ministre, je le ferai quand même. Allons faire une 6e édition dans une capitale africaine. Je pense que pour renforcer vraiment les liens entre la France, entre l'Europe et le continent africain, au regard de ce qui se passe aujourd'hui avec les coups bas de la Russie et d'autres puissances, nous avons à réchauffer ce lien d'amour, et c'est à travers des actions comme ça que nous pouvons le faire et continuer à être des partenaires privilégiés de l'Afrique. C'est ce que je souhaitais partager avec vous très brièvement sur l'effort de diplomatie économique que nous avons à mener en tant que Français. Merci. On va opérer un changement de panel, si vous voulez bien. Donc Jean-Loup Blachier, Khalid El-Bernoussi, et puis notre ami Denis Deschamps. Comment voulez-vous qu'on s'installe? Bon voilà, le très rapide interlude s'achève. On attend la fin des conversations privées. Jean-Loup, c'est bon, on va démarrer. Moi je voulais... il a parlé d'affection, notre ami le député Patrice. Moi je voudrais le remercier parce que je pense que c'est le fond de toute chose. Et aussi j'ai plaisir à l'entendre dire qu'il faut reconquérir cette affection. Réfléchissons, il y a pas mal de gens. Vous savez, les baromètres du CIAN chaque année nous ont habitués aux mauvaises nouvelles, sauf la dernière fois, est un tout petit frémissement. Mais il faut changer la tendance, donc on va se mettre au boulot. Voilà. Donc, chers amis, maintenant, c'est la deuxième partie du panel. Je voudrais d'ailleurs
préciser qu'il n'y aura pas de conclusion à cette conférence. Tout simplement parce qu'il y aura une suite la prochaine fois. La francophonie s'avère un thème très intéressant. Beaucoup de personnes veulent participer au panel. Madame l'ambassadrice du Nigeria a donné son accord tout à l'heure. J'espère qu'Alain Leroy voudra bien venir aussi, parce que l'autre jour à l'Assemblée, l'ambassadeur de France a parlé de l'alliance des entreprises, la fameuse salle Colbert. Bon. Et voilà, donc on va essayer de drainer les intelligences qui sont ici présentes à Paris. C'est d'ailleurs le concept, c'est d'écouter les Africains, les ambassadeurs africains, mais aussi de les mettre à l'écoute de ce que nous disons. Parce que par nature, par mission, depuis la nuit des temps, l'ambassadeur est là pour être un lien biculturel entre son pays d'origine et son pays où il sert, son pays d'origine, son pays de service, on va dire, de résidence. Voilà. On va d'abord donner la parole, il est temps, aux représentants de l'institution OIF, parce que tout ça n'a toujours pas défini ce qu'est l'OIF. Donc Khalid El Karnoussi est un membre de la direction économique et numérique de l'OIF, et donc il va nous apprendre beaucoup de choses. Ensuite, nous écouterons l'incarnation des praticiens, des opérateurs économiques, qui est Jean-Loup Blaché, président du groupement du patronat francophone, et évidemment qui a une énorme expérience de tout ça. Et enfin, à mi-chemin entre l'institution et les entrepreneurs, notre ami Denis Deschamps, délégué général de la CPCCAF, la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Pourquoi il est à mi-chemin des deux? Parce qu'il représente une institution, mais qui fédère des chambres de commerce, de métiers, d'industrie. Donc voilà, il participe des deux. Khalid, c'est à vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Alfred, pour vos mots introductifs. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers participants en vos grades et qualités. Je suis ravi d'être parmi vous ici et au sein de ce panel composé d'imminentes personnalités pour vous parler donc de la francophonie économique, de ce qu'elle ambitionne de réaliser et de la manière dont on s'y prend au sein de l'OIF pour la réaliser, donc au bénéfice des populations de l'espace francophone et notamment de l'Afrique, où voilà, à la fois les besoins et les potentialités sont très importantes. Et avec la crise de la Covid-19 qui nous affecte depuis 2020, on a cette nécessité encore plus importante d'agir vraiment pour contribuer à aboutir à des sociétés francophones plus solides, plus prospères et plus durables. Je fais mon intervention ici au nom du directeur de la francophonie économique et numérique, M. Henri Monceau, qui malheureusement a été empêché pour des engagements antérieurs. Et voilà, donc je vais délivrer un propos qui va tourner autour de deux points essentiellement, donc la vision, l'ambition de la francophonie économique dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, ce que donc, nous accomplissons au sein de l'OIF pour réaliser cette ambition. Je ne vais pas nécessairement revenir sur ce qu'est la francophonie économique, parce que me préoccupant l'ambassadeur, les ambassadeurs qui sont exprimés ont déjà dit un certain nombre d'informations sur ce qu'elle représente en termes de population, de PIB. Donc je vais aller directement sur l'ambition de la stratégie. Donc la stratégie économique donc, qui est portée par la secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo, elle se décline vraiment en 5 axes. Et sa stratégie a été adoptée donc, en novembre 2020 par les membres. Je dirais aussi un peu plus loin quelques mots sur la stratégie numérique qui a été aussi adoptée en 2021, mais ici je vais surtout focaliser mon propos sur la stratégie économique, qui vraiment reflète bien la vision et l'ambition de la francophonie économique.
Donc, dans ces 5 axes, vous en avez un premier qui a pour objectif d'intensifier les échanges économiques et les investissements au sein de l'espace francophone. Et donc, là aussi, Madame l'ambassadrice du Gabon y a fait référence à plusieurs reprises. Et donc, c'est un axe qui nécessite eh bien, d'aller vers plus de diversification des échanges économiques, et puis d'accentuer l'intégration à la fois intra-régionale au sein de l'espace francophone et interrégional. Et si l'on parle, oui, de l'Afrique, du cas de l'Afrique en particulier, cet objectif nous conduit à nous intéresser en particulier à l'appui de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Et donc ça, c'est un objectif qui est assez important, et cet axe donc a pour quelque sorte comme mot d'ordre vraiment la coopération, le climat des affaires et les négociations. Donc ça, c'est l'esprit du premier axe de sa stratégie. Le second axe ensuite qui est contenu dans sa stratégie, c'est celui qui a trait à la stimulation de l'innovation et de l'entrepreneuriat, donc en faveur de l'insertion professionnelle. Là aussi, les précédents intervenants y ont fait référence abondamment. Donc dans cet axe-là, on vise vraiment particulièrement la promotion d'écosystèmes entrepreneuriaux qui génèrent vraiment de l'emploi. Et pour s'y prendre, l'idée est vraiment d'avancer, de vraiment se focaliser sur l'aspect formation, notamment, pour le renforcement des capacités des entrepreneurs. Et puis aussi l'aspect de la mise en relation de ces entreprises, de ces entrepreneurs avec des potentiels investisseurs. Donc l'aspect financement qui a été aussi mis en avant à plusieurs reprises ici, il y est bien présent, il est important dans le cadre de cet axe-là. Le troisième axe qui est contenu donc dans la stratégie économique, c'est celui qui a pour objectif de capitaliser sur l'économie numérique et l'intelligence artificielle. Donc là, cet axe-là renvoie en particulier à la nécessité, donc encore une fois, la dimension de la formation des individus aux pratiques et aux métiers du numérique et des industries créatives et culturelles. Et cette volonté d'aller vers de capitaliser sur l'économie numérique, elle n'est pas à dissocier de la nécessité d'aller aussi vers une réglementation du numérique qui soit adaptée, avec des cadres vraiment réglementaires qui soient propices à l'épanouissement de l'entrepreneuriat. Et là, les États et les gouvernements ont évidemment un rôle à jouer. Bien sûr, là, je pense à la question de la cybersécurité, de la sécurité des transactions électroniques et d'autres aspects qui ont trait. Et la protection des consommateurs, évidemment. Ensuite, il y a le quatrième axe de cette stratégie économique qui, lui, a pour objectif de renforcer les politiques publiques des membres. Donc, faire en sorte que les membres puissent se doter de politiques publiques fortes et donc d'être capables vraiment de les élaborer, d'élaborer des politiques vraiment qui soient sur mesure. Et donc là, il y a une volonté d'accompagner les pays dans les domaines, dans l'élaboration de politiques dans les domaines du développement économique, de l'autonomisation des jeunes et des femmes, et puis de l'appropriation du numérique et donc d'aller vers la transition numérique. On pense notamment dans cet axe-là aux besoins des pays du Sud en la matière, et donc à la manière dont on peut les accompagner. Enfin, le cinquième axe de sa stratégie économique, qui traduit l'ambition de la francophonie économique, lui se focalise sur le plaidoyer et sur comment on peut aiguiser le plaidoyer de la francophonie, en particulier dans les organisations internationales, les enceintes multilatérales. Et donc, parce que ce sont des enceintes dans le cadre desquelles sont discutées
donc vraiment les réglementations importantes, les standards de réglementation importants qui vont s'appliquer vraiment à tous les pays, à leurs économies, et qui vont avoir un effet direct, que ce soit sur le secteur privé ou donc sur les populations indirectement. Donc là, il s'agit de pouvoir défendre véritablement les intérêts de la francophonie à travers un plaidoyer renforcé et à travers des actions que l'on peut mener pour plus de visibilité de la francophonie, des membres de la francophonie dans les enceintes multilatérales. Voilà un petit peu pour résumer la vision, l'ambition donc de la francophonie économique pour l'Afrique, pour l'espace francophone et notamment pour l'Afrique, et en réponse donc à la crise de la Covid-19. Avant de passer maintenant au second point sur ce que nous faisons au sein de l'OIF pour la réalisation de cette vision, de cette ambition, il y a également effectivement la stratégie numérique qui a été adoptée en 2021 et qui mériterait à elle seule en fait une présentation dans le cadre d'une session, mais simplement pour dire que dans son esprit, elle a véritablement une vocation économique qui est assez forte, avec à travers notamment donc l'importance qui est consacrée dans cette stratégie à la connectivité, à la formation et à la réglementation pour aboutir donc à des sociétés francophones beaucoup plus prospères. Voilà un petit peu. Donc ces deux stratégies se complètent véritablement donc à l'ère du numérique. Donc je vais peut-être accélérer parce que je pense que j'ai passé pas mal de temps, effectivement. Rapidement pour les actions qui sont menées sur le terrain pour réaliser cette ambition, on a d'une part les missions économiques et commerciales qui ont été évoquées et dont l'objectif vraiment est de rassembler dans des pays d'accueil des centaines d'entreprises avec l'objectif que ces entreprises-là nouent des partenariats, créent des co-entreprises et puissent donc contribuer à cette intégration régionale, interrégionale que l'on souhaite. Vous avez mentionné, Madame l'ambassadrice, un certain nombre d'entreprises. Sur les deux missions, on en a plus de 800 qui ont participé. On a eu plusieurs accords qui ont été signés et sur place ou qui sont en cours aujourd'hui de signature. Donc effectivement, c'est un véritable succès et nous, l'OIF, on joue un rôle de facilitateur et de stimulateur de la coopération entrepreneuriale à ce niveau-là. Un deuxième programme, c'est celui des pionnières. Et celui des pionnières, c'est celui-là, il a vocation, et il répond au second axe, il a vocation à stimuler, à accompagner des entreprises jeunes, dirigées par des jeunes et des femmes, des start-up qui ont une forte potentialité de création d'emplois. Donc on les accompagne à la fois par du mentorat et à la fois en les mettant en relation avec des investisseurs. Un troisième projet phare, et là c'est le dernier, je m'arrêterai là, Monsieur le Président, c'est le projet Déclic qui lui est voué à la formation au numérique, au métier du numérique, également à destination prioritairement de jeunes et de femmes, mais aussi à des agents publics pour tout ce qui est de la question de la réglementation, de la gouvernance du numérique, avec plus de 1300 apprenants qui ont déjà bénéficié de ce programme-là, pilote, et avec l'idée vraiment d'augmenter en puissance pour pouvoir former des dizaines de milliers d'individus dans les prochaines années. Donc voilà, ce sont vraiment les trois principaux programmes phares qui accompagnent la stratégie économique, la mise en œuvre de la stratégie économique. Merci. Merci beaucoup, Khalid. Vous avez débordé de 1 minute 45, vous serez puni de deuxième tour. Pas de dessert. Mais sérieusement, je vous invite à... Il est là, Cédric Levitre. Ah voilà. Notre ami Cédric Levitre qui s'intéresse beaucoup aux zones économiques spéciales, dont celle de Hancock au Gabon est d'ailleurs une championne, puisqu'elle est zéro carbone. Mais vous en avez beaucoup d'autres. Mais cette idée de rassembler des entreprises, on n'est pas loin de l'idée des as. Enfin bon, je vous laisse voir ça avec lui, il sera content d'échanger avec vous tout à l'heure. Et puis, vous auriez peut-être pu citer, puisque vous étiez assez long, l'AUF,
parce qu'il s'est produit un événement magique. L'Agence universitaire de la francophonie a créé des centres d'employabilité dans les campus universitaires. C'est hallucinant. J'ai rencontré le recteur à Marseille l'an dernier. Donc, il est aussi invité à une prochaine conférence pour parler de la francophonie économique versus un côté universitaire. Voilà. On va passer la parole à M. Jean-Loup Blaché, qui s'impatiente beaucoup. Mais ça va être très intéressant, on en est sûr. J'écoute avec beaucoup d'intérêt. Allez-y, Jean. Et je suis évidemment tout oui à tout ce qui est dit. Madame la Première ministre, je suis vraiment toujours très heureux de vous rencontrer. Vous m'avez fait l'honneur d'accepter d'être présidente d'honneur du GPF. Et on fait de très belles choses ensemble. Et vraiment, merci encore pour tous vos mots. Monsieur le président des ambassadeurs francophones, alors nous, j'ai toujours beaucoup de plaisir de vous rencontrer. On va faire d'ailleurs une belle opération ensemble prochainement. Le GPF va faire une très, très belle opération chez vous, à l'île Maurice. Et on en est extrêmement fiers. Madame l'ambassadrice, nous aussi, on a des beaux projets ensemble, puisque nous avons rencontré, il n'y a pas très longtemps, le porte-parole du gouvernement, et nous devons rencontrer le président de la République du Gabon pour justement mettre les bases d'une idée qui est, en effet, qui manifestement l'intéresse. Je ne vais pas la déflorer ici, mais importante, et nous aurons l'occasion de reparler. Je suis très heureux de rencontrer M. Anato. Alors, il y a un élément tout à fait particulier entre lui et moi, parce que nous sommes d'abord tout à fait amoureux d'un même territoire, qui est la Seine-Saint-Denis. Et puis, c'est vrai, tes mots tout à l'heure, je les ai trouvés superbes, et je t'en remercie encore. Et tout ce que tu fais, en tout cas, c'est toujours bien fait et avec beaucoup de bonheur. Je voudrais vraiment remercier également l'ambassadrice du Niger. L'ambassadrice du Niger que j'ai rencontrée il y a très peu de temps. Nous avons prévu de faire beaucoup de choses ensemble. Et notamment, je sais que vous avez rencontré François Asselin, le président de la CPME, il y a très peu de temps. Vous savez que la CPME est avec le groupement du patronat francophone, comme un des 51 organisations patronales qui font partie du GPF. Et je sais que le président du Niger doit venir dans très peu de temps, m'a dit François. Et nous serons très heureux d'être à vos côtés, madame, et pour justement explorer toutes les pistes que vous nous avez proposées. Je voudrais également souligner, parce que c'est extrêmement important, la présence ici d'un de mes amis vraiment très cher, qui est en même temps président de la Connect. Alors, la Connect, c'est le patronat de Tunisie. Et Chérif Tarak est vraiment, j'allais dire, le partenaire idéal, parce que c'est lui aussi qui est comme moi un vrai chef d'entreprise, qui a en même temps les mains dans le cambouis et qui en même temps passe son temps pour aider les entreprises à se développer. Voilà ce que c'est la CPME, voilà ce que c'est que le Connect et voilà ce que c'est que le GPF. Le GPF, c'est vraiment un organisme qui regroupe ensemble les patronats pour arriver à faire de la synergie économique. On n'est pas là pour donner des leçons, on n'est pas du tout là pour dire aux entrepreneurs des pays considérés qu'ils doivent faire telle et telle chose, mais nous, on est là pour justement mettre les entreprises ensemble, parce que quand on regarde l'espace francophone, 88 pays, c'est pratiquement 20 millions d'entreprises. Donc si on arrive à connecter 20 millions d'entreprises, avoir cette possibilité, eh bien c'est évidemment quelque chose d'important. Et là, je voudrais vraiment souligner aussi le travail que fait Denis Deschamps. Alors Denis, on a l'occasion de se connaître depuis longtemps, parce que je suis aussi membre de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Et je sais tout le travail que tu fais, mais tu as l'occasion d'en parler toi-même, je ne vais pas le parler pour toi. Mais clairement, c'est vraiment excellent et je pense que vous aurez beaucoup d'intérêt à l'écouter. Et quand je vois mon ami, le président du CIAN, je vois qu'on est tous ensemble également, pour justement aller vers ce même élément qui est celui des développements économiques de l'Afrique. Et je suis toujours très heureux, avec vraiment en même temps des actions très fortes que vous arrivez à faire ensemble. Alors, le GPF est né il y a en effet 35 ans d'une initiative de l'OIF. C'était en 87, c'était au sommet de Québec. Ils ont créé 2 organismes, et c'est bien d'en avoir parlé tout à l'heure des organismes. J'en ai parlé avec toi lorsqu'on s'est rencontrés, mon cher Keïta.
En fait, ils ont créé deux organismes. Ils ont créé le Forum francophone des affaires, vous en avez parlé, et je tiens vraiment à rendre hommage ici au président Steve Gentilly, parce que sans le président Steve Gentilly, ça n'aurait pas été la France qui aurait présidé le GPF aujourd'hui, parce que le président Gentilly m'a dit qu'il faut que ça soit la France qui le préside. Après l'île Maurice, ça doit être après le Madagascar, ça doit être justement la France qui le préside. Et donc c'est très très bien tout à l'heure que vous ayez eu un mot pour le Forum francophone des affaires qui a été créé en même temps que le groupement du patronat francophone. Le groupement du patronat francophone, comme son nom l'indique, bien sûr, c'est le regroupement des différents pays pour faire de la synergie économique et pour en effet arriver à ce que l'on puisse passer les messages importants entre nous. Alors aujourd'hui au GPF, on a 51 patronats qui sont adhérents avec nous, avec qui on a la possibilité de faire des éléments communs et avoir en même temps la possibilité d'organiser des manifestations. Mais M. Mignot, qui a été l'organisateur de cette manifestation, m'a dit que je devais parler tout à l'heure de la partie justement qui concernait des manifestations que l'on organise et qu'on va organiser après. Président, je veux bien qu'on raccourcisse le cursus. Ah, moi, j'ai 4 minutes encore, moi. Oui, non, mais si vous voulez en parler tout de suite, on fera la même chose avec Denis. Parce qu'on va gagner un peu de temps, sinon on va se mettre en retard. Eh bien alors, très bien. Vous voulez donc pas qu'on fasse un deuxième passage? D'accord. Alors, on ne fera pas de deuxième passage. Je vais donc vous parler directement de ce qu'on va faire. Alors, vous voyez, messieurs, malheureusement, on n'aura qu'un seul passage, mais ça sera très bien comme ça. On organise régulièrement, en effet, des manifestations pour que, justement, les entreprises puissent se rencontrer. Ce que j'ai fait, la première fois que j'ai été élu, donc, je me suis dit que je n'allais pas faire une manifestation en France. Je trouvais que c'était trop facile de faire une manifestation en France, ça a été dit tout à l'heure. Je pense qu'il était beaucoup plus intéressant de faire une manifestation en Afrique. Et avec mon premier vice-président, qui est le président du patronat sénégalais, M. Manik Diop, on s'est dit on va faire une manifestation qu'on va appeler le Forum international des entreprises francophones, et on va le faire à Dakar. On va le faire à Dakar parce qu'en même temps, ça aura une possibilité de s'adresser directement aux Africains. Bien évidemment, si l'OIF le fait remarquer, si la francophonie n'est pas seulement en Afrique, l'Afrique a une part extrêmement importante dans la francophonie. Et donc, on s'est dit, on va faire cette manifestation. On pensait honnêtement qu'on aurait 200, 300 personnes qui viendraient, et on a eu plus de 600, 700 personnes qui sont venues parce qu'elles étaient extrêmement intéressées de voir comment ils allaient faire pour finalement faire du business. Vous savez, nous, chefs d'entreprise, et Cherif Tarak le sait bien, qu'est-ce qui nous intéresse avant tout? Il nous intéresse avant tout de remplir nos carnets de commandes, d'avoir la possibilité de rencontrer des chefs d'entreprise avec lesquels on va faire du business et que, comme ça, on va pouvoir faire du développement économique dans nos pays. Donc, cette première manifestation du FIEF a été un succès et le président Macky Sall, à l'issue de cette manifestation, a souhaité que régulièrement, toutes les années, on fasse une manifestation de ce style à Dakar. Et c'est comme ça que l'année dernière, on a refait la deuxième manifestation du FIEF. Madame Cresson était présente, plusieurs ambassadeurs francophones étaient présents. On a eu un succès extrêmement important et on s'est dit, mais finalement, maintenant, on est finalement dans le vrai. Et cette troisième manifestation du FIEF va se faire le 15 et le 16 novembre prochain. L'ambassadeur Keïta sera présent. J'en suis extrêmement heureux parce qu'il va présider une table ronde extrêmement importante. Et puis, ça va être particulièrement marqué sur un sens qui sera celui de l'industrie. Pourquoi celui de l'industrie? Tout simplement parce que vous savez qu'aujourd'hui, on sait très bien que manifestement, en Afrique, dans les années qui vont venir, il y aura énormément d'habitants. Il y aura peut-être 2 milliards d'habitants, du moins c'est ce qui est pensé. Et s'il y a 2 milliards d'habitants en Afrique, il faut bien encore leur donner la possibilité de travailler. Et un développement économique passe par aussi la création d'emplois. Et nous le savons, nous, chefs d'entreprise, que c'est nous qui créons les emplois. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, finalement, l'élément le plus clair, c'est qu'on essaye de voir là où on crée les plus créateurs d'emplois, ça sera l'industrie. Pourquoi? Parce que l'industrie, et on le sait très bien avec même le Premier ministre, l'industrie est créateur d'emplois. Vous savez qu'un emploi industrie crée 2 à 3 emplois induits dans les services et les commerces.
Et donc on s'est dit, on va faire ça. Et donc le thème principal sera en effet l'industrie, sur lequel, bien évidemment, on aura l'occasion de parler. On va parler aussi d'autres thèmes, on va parler du sport, on va parler de la musique, puisque Universal Music est venu avec nous, mais on va parler du sport, puisqu'il se trouve que Teddy Riner, que vous connaissez sûrement tous, grand sportif, est le conseiller du sport au groupement du patronat francophone. Il présidera une table ronde sur ce sujet-là, et bien sûr, ce sera un point sur lequel nous aurons l'occasion, bien sûr, de nous arrêter avec beaucoup de force. Moi, je crois que cette possibilité de rencontre des entreprises, de développement ensemble, c'est ça l'avenir. Et je ne doute absolument pas que d'autres organismes puissent faire aussi des choses très très bien, mais nous sommes directement utiles et nos actions sont directement tournées vers les entreprises que nous connaissons, car nous sommes des chefs d'entreprise. Alors j'ai pris un petit peu de temps, mais finalement, puisque j'ai qu'un seul passage, je ne crois pas que j'ai finalement dépassé mon temps. Ça vous va? Je vous remercie. Merci. On va tout de suite passer la parole à Denis Deschamps, délégué général de la CPC-CAF. Je répète parce qu'au début, on a du mal à s'habituer. Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Voilà. Donc, Denis, s'il te plaît, tu nous fais le triptyque en un seul tempo, parce que l'ambassadeur Cheikh Keita est arrivé en retard comme toujours, mais c'est à cause des avions, c'est pas de sa faute. Et donc, on va quand même lui donner un peu la parole. S'il te plaît, Denis, à toi. Oui, avec grand plaisir, d'autant que beaucoup de choses ont été dites, et j'aimerais bien tenir des propos qui soient un peu complémentaires à ce qui s'est dit par les autres. Et j'ai bien entendu qu'il n'y avait pas de conclusion, donc je vais pouvoir m'exprimer avec des termes définitifs. Comme ça, vous serez bien édifiés et vous saurez de quoi je vais vous parler. Je ne vais pas vous raconter la vie de la CPC-CAF, elle existe depuis 1973, qui a été fondée en effet par des présidents africains, notamment Sédar Senghor et Jean Fontaine, un peu moins africain, ça fait partie de l'histoire africaine. Et je précise que la CPC-CAF est présidée toujours par un Africain. Nous avons aujourd'hui, et je parle en son nom, comme président, le président de la CCI-MA du Cameroun, Christophe Eke, j'espère me viendra. Je ne vais pas vous raconter tout ce que fait la CPC-CAF de bien, et je vais simplement vous édifier et appliquer le plan en 3 points. C'est bon là le micro? Le plan en 3 points que je voulais vous présenter. Simplement vous rappeler que notre activité de la CPC-CAF se distingue en effet des activités de l'OIF dont nous sommes partenaires depuis moultes années et celle du GPF que nous fréquentons depuis aussi moultes années, et que notre activité principale c'est le renforcement des capacités et compétences des structures intermédiaires qui accompagnent les entreprises. Parce que notre credo, c'est que le développement et le développement économique, spécialement en Afrique, passe par le secteur privé, passe par les entreprises. Il n'y a pas de développement en Afrique et en francophonie en général sans que le secteur privé intervienne. Donc, notre champ d'intervention, c'est les 32 pays de notre champ. Nous avons 32 pays qui sont de notre champ, dont 26 pays africains. Alors, j'arrive pas à ce chiffre mirifique de 20 millions d'entreprises, je ne sais pas comment on peut y arriver. Nous, on a fait une comptabilité, on arrive à peu près à entre 7 et 8 millions d'entreprises sur lesquelles nous avons un impact à travers nos 32 pays. Mais je ne désespère pas que nous arrivions à des nombres plus grands. En tout état de cause, ce que je voulais dire, c'est que notre activité CPC-CAF, à côté de celle du GPF, du FFA, du CIAN, et même du MEDEF international, est complémentaire de celle que les acteurs publics que vous avez pu rencontrer à Ambition Africa ou ce matin lors du BIG de BPI, et est aussi complémentaire aussi de l'activité d'organisations internationales telles que l'OIF ou l'ONUDI peuvent avoir sur le terrain. Notre activité est fondée sur 3 choses. Elle est fondée, et je le répète, sur la conviction que le secteur privé joue un rôle majeur comme moteur du développement en Afrique et dans la francophonie. Deuxième conviction, c'est qu'elle a pour champ l'espace économique francophone, non plus particulièrement, mais pas exclusivement l'Afrique. Et je voudrais rappeler une chose essentielle, auquel je crois fermement, c'est que la francophonie, c'est pas la France. La francophonie, c'est plus large que la France.
C'est beaucoup plus important. La francophonie, c'est l'Afrique, c'est l'Asie du Sud-Est, moins en moins, mais enfin c'est l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord, et aussi les pays francophones d'Europe et d'Océanie. Troisième point important, c'est que notre activité vise au renforcement des partenariats entre entreprises pour favoriser ce qu'on peut appeler la coproduction, la co-innovation et le co-investissement pour le co-développement africain et francophone. Notre préoccupation essentielle, et ça a été dit tout à l'heure par le député Patrice Amato, c'est qu'on développe du contenu local. J'allais dire local content, je suis désolé, mais du contenu local. Je ne supporte pas de voir ces entreprises qui partent en mission, françaises qui partent en mission, vendre leurs produits sans qu'il y ait des accords de partenariat dans les pays africains. Parce qu'il y a quand même d'énormes progrès à faire de ce point de vue. Alors je reviens sur les 3 points, et rapidement. Nous croyons au rôle essentiel du secteur privé dans le développement économique. Pour nous, les grands acteurs publics, comme la Commission européenne et également l'AFD, doivent prendre en considération que les entreprises, et en particulier les PME et les activités économiques, le secteur informel aussi, c'est important, contribuent grandement au développement et à la sécurité économique des populations grâce à la création de richesses et d'emplois qu'elles entraînent. Quand je dis création de richesses et d'emplois et sécurité économique des populations, j'inclus là-dedans le rôle que peuvent avoir les entreprises et le secteur privé par rapport à l'insertion économique des jeunes et l'autonomisation des femmes. C'est tout à fait fondamental. Nous mettons en œuvre depuis maintenant 2019, et on espère bien pouvoir poursuivre ce programme et l'étendre à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, également de l'océan Indien, un programme de formation professionnelle et entrepreneuriale qui s'appelle le programme européen Archipelago, et que j'espère qu'il sera prolongé et poursuivi. Comprenez bien que je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet, mais je souligne et j'appuie fortement ce que dit mon ami et confrère Étienne Giros, c'est que le développement, c'est le secteur privé. Et si l'APD, l'aide publique au développement, pouvait aller vers le secteur privé, ce serait une excellente chose. Parce que appuyer le secteur privé, c'est assurer le développement. Comme je l'ai dit, deuxième point, l'Afrique. Mais pas seulement. La francophonie, c'est un levier économique. Pour tous. Pour toute la francophonie. Bon, l'Afrique, bien sûr, c'est le continent de l'avenir, blabla, 2 milliards d'habitants en 2050, mais enfin 2% du PIB. Rappelons, on se gargarise avec 16% du PIB, l'Afrique c'est 2% du PIB mondial, 2 ou 3% quand on est sage. Donc il faut aller beaucoup plus loin dans des dynamiques qui sont aujourd'hui engagées, et en particulier celle de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui doit ne pas être seulement un sous-produit de l'OUA, mais rentrer dans la réalité et dans la réalité économique en lien avec les acteurs privés. Et pour cela, il faut rappeler que l'Europe doit être aussi un aiguillon par rapport à la ZLECAf et aider la ZLECAf à ce qu'elle puisse se faire. L'Europe, rappelons-le, je l'ai entendu l'autre jour à l'Assemblée nationale, accueille 220 000 étudiants. 220 000 étudiants africains. Il faut le rappeler que ça se passe aussi ici en Europe. Je ne parle pas de la France, je dis l'Europe. Et que, je ne sais plus qui a rappelé ça, c'est peut-être le député, non, c'est le député à bientôt encore. Il faut, non, c'est madame l'ambassadeur, il faut favoriser tant que faire se peut le visa d'affaires francophone. Parce que tu étais il y a 2 jours en mission africaine, tu as remarqué qu'il y avait peu d'Africains, pas de visa, pas d'Africains. La délégation marocaine ne peut plus venir, pas de visa. Donc il y a un gros problème, quoi. Donc un visa d'affaires francophone qui puisse se mettre en œuvre. Troisième point, alors j'y tiens beaucoup, alors ça devient un peu plus technique, mais comprenez bien que c'était un sujet très très intéressant et très très important. Nous sommes un acteur de la coopération économique qui a pour objet le développement des affaires. Nous, c'est PCCAF, quand
coopération économique, c'est pour faire en sorte que les affaires puissent se développer, les affaires francophones, entre entreprises francophones. Pour cela, comme on existe depuis presque 50 ans, on sait, et on connaît bien l'Afrique, qu'en Afrique, il faut apprécier le temps long. Hein, c'est pas en venant en mission, tac, on va toper, on va faire un business, etc., enfin des affaires et tout. Non, il faut apprécier le temps long. Et donc on sait qu'il faut... première chose. Et deuxième chose, et je souligne ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas imposer un modèle. Surtout pas imposer un modèle dont l'Afrique ne veut plus et que les jeunes aujourd'hui rejettent avec force. Est-ce que j'ai droit à dire mon anecdote maintenant ou pas, Alfred, ou c'est un deuxième tour? Bon, j'ai encore... Non, j'étais l'autre jour donc à l'Assemblée nationale à un député, un colloque intéressant qui était organisé par Bruno Fuchs, vraiment intéressant, et il y a eu des choses très édifiantes qui ont été dites, notamment par l'ambassadeur Alain Leroy, que je remercie parce que c'était très éclairant ce qu'il a dit, mais j'ai assisté à une passe d'armes assez hallucinante par des jeunes africains, des Congolais d'ailleurs, un Congolais, qui a dit « Ah, mais c'est un scandale », c'est bien comme c'est comme ça, il contestait bien sûr la verticalité nord-sud, bon ça, tout va bien jusque-là, mais il a évoqué le sujet du crédit carbone. Alors le crédit carbone, il dit oui, c'est un scandale, bon, c'est une rente pour l'Afrique, etc., une des rentes pour l'Afrique, le bassin du Congo, le poumon du monde, etc., l'Amazone, c'est rien, le bassin du Congo, c'est vachement important. Bon, ça c'est sûr, on est d'accord tout ça là-dessus. Mais il dit, mais c'est un scandale, pourquoi au Congo, dans le bassin du Congo, le crédit carbone, c'est 5 $ la tonne, et en Pologne, c'est 80 $. C'est un scandale, on devrait faire 80 $ partout. Là, il est sidéré parce que d'abord, il y a des coûts qui sont différents entre la Pologne pour se préserver la forêt en Pologne que pour préserver la forêt dans le bassin du Congo, ça c'est clair, les coûts ne sont pas les mêmes. Et surtout, la chose la plus importante, c'est que le crédit carbone soit à 5 $ au Congo, dans le bassin du Congo, et 80 $ en Pologne, c'est vachement attractif pour les acheteurs. Vaut mieux coûter 5 $ que 80 $. Donc c'est un avantage pour l'Afrique d'avoir un crédit carbone à 5 $. Mais ces jeunes, ils ne comprennent pas. Ils disent, nous, on devrait tous être à 80 $. Donc il y a quand même beaucoup de pédagogie à se faire par rapport à cela. Pédagogie qui doit se faire aussi dans l'appui qu'on doit apporter à ce développement du marché continental africain avec la ZLECAf. Et je ne sais pas qui a dit que c'était toi qui a dit qu'il fallait que les Africains participent au board des entreprises françaises et autres. C'est aussi essentiel. Hein. Les entreprises aussi doivent se retrouver dans le cadre des zones économiques spéciales, qui est évoqué par mon camarade Cédric Levitre, sachant que ces zones économiques spéciales, c'est un modèle aussi, c'est un modèle de développement, mais elles doivent répondre à des critères. Ça marchera que si elles sont transfrontalières et si elles sont spécialisées. Sinon, on va retrouver des trucs genre les pôles de compétitivité, ça va se passer moyen. Donc beaucoup de sujets, mais je voudrais conclure par celui-là, parce que je pense que il me reste une minute. Oui, c'est ça, une minute. C'est que nous défendons un sujet important, et c'est celui du couplage interentreprises francophones. Alors c'est héritier de ce que nous avions mis en œuvre, qui s'appelle le compagnonnage industriel, mais ce couplage interentreprises francophones doit permettre la mutualisation des ressources productives entre entreprises africaines et francophones pour pouvoir leur permettre de mieux produire en commun, de favoriser l'essor du secteur privé africain et de conduire à la démultiplication des débouchés commerciaux des entreprises. Notre nouveau sujet, après le compagnonnage, c'est le couplage, et j'espère que vous nous accompagnerez tous vers le couplage africain et francophone. Bon, bravo, cher Denis. J'espère quand même que le couplage ne fera pas abandonner le compagnonnage. Non, les deux sont possibles, d'accord. C'est comme OIF, Commonwealth. On va changer de plateau avec Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, qui ont droit à un deuxième tour, puisqu'ils avaient des choses importantes à nous livrer. Et puis l'ambassadeur Keita, qui aura droit à 5-6 minutes, pas plus, s'il vous plaît. Parce que comme vous êtes arrivé tardivement, beaucoup de choses ont été déjà dites. Alors,
Monsieur l'ambassadeur Keïta, l'autre jour au téléphone, évoquait beaucoup de choses, mais elles ont été effleurées là. Donc, peut-être, est-ce que vous seriez d'accord de parler de cette idée, parce que vous êtes un peu un inventeur, vous avez un profil très éclectique, à la fois ambassadeur de mission et homme tourné vers les affaires, j'allais dire le business. Bon. Votre association Open Business Africa, pour financer surtout de l'innovation, je crois. Est-ce que vous pourriez nous évoquer pour nous cette idée que vous avez l'autre jour de labellisation déléguée, si j'ose dire, donc pour des zinzins qui n'ont pas le temps d'instruire de petits dossiers de qualité, comment le privé pourrait prendre le relais? C'est d'ailleurs une idée qui est aussi en cours à Marseille, à Africa Link, qui est une association d'entrepreneurs. Et bonsoir à tout le monde. Je m'excuse du retard parce que j'étais très loin de Paris, j'étais à l'aéroport et c'était très bouché. Comme ça devait arriver, je suis tombé derrière un camion qui avait fait un accident, donc c'était très très difficile. Bon, tout est OK, je suis là. Merci beaucoup. Nous sommes dans une famille avec une dynamique extraordinaire, puisque tout ce que nous avons fait jusque-là, nous devons la refaire mieux. Nous devons multiplier encore plus. Nous devons avoir des synergies positives avec des créativités immenses, valider des dimensions économiques très claires dans notre relation. La francophonie a été toujours un cap extraordinaire pour les pays africains et les pays européens. D'ailleurs, la première nation francophone au monde se trouve en Afrique. Et l'Afrique contribue économiquement, l'Afrique contribue à enrichir la langue française depuis des années. Donc nous avons une relation mêlée, de sang mêlé, de relations extraordinaires depuis des années que nous devons toujours renouveler. Mais j'espère que tout le monde a l'esprit que quand on vit une histoire commune, il y a des moments difficiles, il y a des moments extraordinaires, il y a des moments où on doit s'arrêter pour se regarder en face et se dire les bonnes vérités. Je pense que c'est comme ça qu'on peut gérer une famille, pour qu'on puisse réussir ensemble, et puis essayer de ne pas ouvrir les cicatrices du pays passé, mais plutôt soigner les cicatrices du passé pour qu'on puisse élargir un plan global, pour qu'on puisse réussir ensemble. Alors moi je suis très heureux d'être là. Avant d'être ambassadeur, je dis souvent à mes amis, ambassadeur c'est pas un métier, c'est une mission. Quand on quitte après, quand on est enseignant, après avoir fini, mais on va enseigner. Quand on est entrepreneur, après avoir fini, on va... alors moi j'ai créé des entreprises avant d'être ambassadeur. J'ai créé Open Business Africa en 1998. Alors on me disait non, mais écoute, tu vas perdre ton temps, il y a trop de problèmes. J'ai dit non, écoutez, moi je vais essayer. Et aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison, puisque nous sommes dans 47 pays et nous essayons de promouvoir des investissements dans les pays africains et pour essayer d'aider les entreprises à s'installer et à comprendre, parce que cette notion de compréhension du marché est très importante dans une dynamique de collaboration, d'efficacité, d'efficience pour gérer quelque chose et pour inventer quelque chose sur un autre territoire. Donc nous essayons de travailler. Nous faisons aussi la due diligence pour les États, parce que ce qui nous est arrivé, vous le savez bien, on s'est retrouvé en Afrique avec beaucoup d'entreprises chinoises, beaucoup d'entreprises indiennes, mais ce que les États ne faisaient pas, c'est qu'ils ne faisaient pas. On a remarqué que finalement, ce n'est pas toutes ces entreprises qui sont bien. Hein. Il y a des entreprises qui sont un peu cachées dans une tanière et se disent que c'est des bonnes entreprises, mais ce n'est pas des entreprises vraiment extraordinaires. Et donc, moi j'ai commencé à voir plus clair et j'ai créé un département de due diligence dans Open Business Africa pour regarder ces entreprises chinoises qui viennent pour voir dans quelle mesure on peut voir plus clair. Parce que c'est très abstrait, tout est caché, vous savez comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, on a réussi à recaler quelques entreprises chinoises qui étaient dans une optique de gagner des marchés d'État. Et on a alerté quelques États pour dire, voilà, attention, il y a ça et ça, ça. Donc on doit le faire ensemble pour gagner. Alors deuxième société que j'ai créée, c'est Bridge of Innovation, parce que, vous savez, on ne le dit pas souvent,
l'économie réelle du marché dans le mobile aujourd'hui est née en Afrique. C'est le PESA, c'est le mobile money, c'est né en Afrique. Parce que nous avons eu la chance de commencer les transactions, pas avec le filaire, mais avec le mobile. Les jeunes Africains sont très ingénieux. On a inventé le mobile money. Et aujourd'hui, la plus grande société française que vous connaissez, Orange, fait beaucoup plus d'argent aujourd'hui en Afrique qu'en Europe. Hein, bon, ça c'est une histoire extraordinaire, c'est un succès parce que la partie mobile money a pris de l'essor et ça représente aujourd'hui beaucoup d'économies réelles sur l'Afrique. Donc nous avons créé Open Business Africa pour aider les jeunes Africains à faire lever leur start-up. Donc on fait intégrer les tours de table, on essaie de les aider, parce que quand vous créez une entreprise, vous ne connaissez pas votre marché. Quand vous créez une entreprise à Paris, vous connaissez Paris, vous connaissez la France, mais vous ne connaissez pas la Hollande. Vous ne connaissez pas l'Espagne, vous ne connaissez pas l'Allemagne. Donc il faut un navire qui vous porte sur ces marchés pour essayer de comprendre comment vous pouvez travailler sur ce marché. Alors le Bridge of Innovation fait ça aux Africains, pour l'Europe, en Europe, et entre l'Afrique et l'Afrique. Parce que ce qu'on a compris aussi dans ce déroulé, c'est que les Africains ne font pas des affaires ensemble, la plupart du temps. Vous avez, par exemple, en Afrique du Sud, vous avez beaucoup d'entreprises et d'usines, mais qui ne vendent pas sur le marché africain. Ils ne vendent pas sur le marché africain, ils vendent plutôt ailleurs. Donc nous avons essayé de travailler ensemble pour créer une synergie. On a créé la fonction BSS, Business Sud-Sud, pour que les pays africains puissent se reconcentrer et travailler ensemble pour avoir une dynamique commune. Alors, on est dans la révolution dynamique de l'économie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire ensemble? Tout simplement, utiliser un mot et une pratique qui est devenue un hymne international, qui est devenue une obligation, c'est-à-dire c'est l'option de la complémentarité. On travaille ensemble. Le mot d'ailleurs, pour moi, qui va perdre son sens dans quelques années, c'est le mot de la concurrence, qui va peut-être être remplacé par la complémentarité. Parce que si vous vous ouvrez aux autres, vous partez pour travailler avec l'autre, vous appelez l'autre pour complémentariser quelque chose, vous travaillez ensemble, vous gagnez toujours la possibilité d'aller plus loin et de valider les choses. Alors, la France, c'est un équilibre extraordinaire. Nous sommes avec la France depuis des années, les pays africains, mais nous avons assez de choses à changer dans cette dynamique. Hein. On parlait de visa tout à l'heure. Il faudrait qu'on revoie cette politique. Hein. Parce que la France, qui avait beaucoup d'étudiants qui venaient étudier en France, est en totale réduction des étudiants. Alors, ce que j'ai dit à M. Roux de Bézieux, le patron français, je lui ai dit, quand vous recevez des étudiants français en France, ben, ils sont de facto ambassadeurs de France. Parce qu'ils étudient en France, ils adoptent la culture française, ben, ils retournent en Afrique avec une idée française. Si vous supprimez les étudiants, et si vous réduisez les étudiants, ben, ils vont aller aux États-Unis, ils vont aller au Canada, ils vont aller ailleurs, et la France ne sera pas, des ambassadeurs français. Donc nous devons travailler pour dire, d'ailleurs je propose à mon cher Fred de faire un cahier blanc, un livre blanc ici, pour qu'on puisse traduire ce qu'on fait ici ensemble en réflexion et en proposition, pour qu'on puisse porter cette dynamique, cette proposition aux politiques, pour qu'ils comprennent. Parce que si vous réduisez le visa, les étudiants ne viennent plus, ben, écoutez, vous réduisez aussi l'essor de la France en Afrique. Donc il faut qu'on réfléchisse sur tout ça. Et puis finalement, la France, pour finir, a toujours eu une politique pour porter les grandes entreprises d'Afrique. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est les PME qu'il faut aller en Afrique. Parce que si moi j'ai besoin de boulons pour serrer ma mobilette, ce n'est pas Total qui va me le donner. Hein. C'est la petite entreprise qui vient, de Nantes et ailleurs, qui va m'aider à résoudre mon problème. Donc il faut qu'on change aussi cette automaticité pour que les PME puissent être les porteurs de grands projets en Afrique, pour qu'on échange une dynamique parfaite pour gagner le combat de l'avenir et le combat de l'économie, qui est tout à fait essentiel, parce que les politiques dirigent la voie pour l'économie, mais les politiques ne osent pas l'économie. C'est les entreprises qui créent la dynamique, qui créent les valeurs ajoutées,
qui créent la richesse. Donc, il faut qu'on travaille ensemble pour qu'on lève les entreprises et que l'Afrique soit un hub. Pourquoi pas créer des dynamiques, des zones franches en Afrique où les entreprises françaises, les PME, peuvent s'installer avec une dynamique fiscale négociée pour qu'on puisse travailler ensemble, créer des entreprises dynamiques pour servir le marché. C'est ce que je rêve. J'espère que finalement, on pourrait le faire ensemble. Merci. Bravo. Merci, monsieur l'ambassadeur Keita. On va passer la parole à monsieur l'ambassadeur Valédon parce qu'il voulait nous livrer quelques éléments sur la stratégie africaine de Maurice et aussi évoquer rapidement le tour de France des ambassadeurs francophones qu'il fait avec ses collègues pour promouvoir la francophonie en France. Enfin, allez-y, monsieur l'ambassadeur. Merci, monsieur Millot. D'abord, je dois vous dire que Maurice fait pratiquement partie de toutes les instances africaines et membre de l'Union africaine depuis pas mal de temps, membre de plusieurs... Maurice a participé à plusieurs accords en Afrique, notamment COMESA. COMESA, c'est le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Donc, Maurice est membre du COMESA depuis 1994, membre de la SADC, qui est la communauté de développement de l'Afrique australe depuis 2008. Et aussi, il y a eu la tripartite entre COMESA, SADC et l'EAC, c'est-à-dire la communauté de l'Afrique de l'Est, depuis 2017. Et tout récemment, en 2019, membre de l'AFTA, c'est-à-dire l'accord continental de libre-échange en Afrique. Et en plus de cela, avant même la pandémie, donc il y a eu cette volonté pour Maurice de créer des zones d'échange spéciales avec les pays d'Afrique. Et il y avait environ 4 pays d'Afrique qui ont été ciblés. Et le travail a démarré, mais avec la pandémie, cela a dû être retardé. Et parmi ces pays, il y a surtout le Sénégal et le Ghana. Voilà. Et pour aborder la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire Tour d'Afrique, Tour de France du GAF, vous voulez dire. Oui. Donc j'ai pris la présidence du GAF depuis le mois de juillet. Et donc, parmi les missions du GAF, il y a cette tournée en France dans les principales villes françaises. Donc, non pas pour faire du tourisme, mais c'est surtout pour promouvoir et propager la francophonie. On s'est bien rendu compte que déjà, entre les membres francophones, on ne se connaît pas assez. Et on s'est rendu compte aussi qu'en France, on ne sait pas trop bien ce que c'est que la francophonie. Et donc, c'est ça l'objectif. Donc, lors de déplacements, on essaie de promouvoir la langue française. Ça, c'est un axe. Donc, rencontrer des étudiants universitaires et rencontrer des institutions, bien sûr. Mais surtout, il y a l'axe économique, c'est-à-dire rencontrer la chambre de commerce et d'industrie de chaque ville où nous faisons le déplacement. Et le dernier déplacement, c'était à Besançon la semaine dernière. Et on a eu la chance, du moins, on a pu cadrer cette mission avec le salon Micronora. Donc, le salon Micronora à Besançon a lieu tous les 2 ans. Et c'est un salon axé sur la microtechnologie. Et j'ai eu la surprise de voir qu'il y a certaines entreprises de Besançon qui travaillent aussi avec des entreprises mauriciennes. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur Millot. Merci. C'est trop gentil. Je reviens de loin lundi, j'avais un gros rhume. Et donc, madame l'ambassadrice, ce n'est pas une conclusion, mais vous aurez le mot de la fin. Est-ce que vous voulez nous parler de vos attentes du Gabon au regard de la francophonie et aussi de votre participation aux 2 prochains événements, Abidjan et Djerba. Voilà, à vous. Je pense l'avoir un
déjà évoqué un peu, peut-être rapidement, pour dire que le Gabon, moi, en prenant mes fonctions ici en France, je suis venue avec une lettre de mission qui est assez claire. Madame la Première ministre disait qu'à l'époque, la diplomatie se contentait de faire de la politique. Et moi, depuis que je suis là, et c'était vraiment le contenu principal de ma lettre de mission qui consistait à dire qu'il faut développer la francophonie économique, il faut développer la diplomatie économique, qui consiste à aller vers les entreprises de plus en plus, qui consiste à faire la promotion de notre pays de plus en plus, parce que quand on parle du Gabon, on voit un pays, en termes de population, un petit pays, mais quand on vient au Gabon, on se rend compte qu'il y a des réels potentiels. C'est un pays qui présente beaucoup de potentiel que j'avais évoqué, j'avais présenté. On a tout à construire au Gabon, en termes d'infrastructures, que ce soit routière, énergétique, et tout, et le tourisme, parce que vous savez que le Gabon est recouvert de près de 90% de forêts. Et dans ces forêts, il y a une multitude de possibilités en termes de culture. À l'intérieur, nous avons 13 parcs nationaux qui représentent quand même 11% de notre territoire et dont 3 sont aujourd'hui reconnus comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous sommes en train de construire tout un projet touristique autour de ces 13 parcs nationaux pour faire l'écotourisme et pas mal de choses à l'intérieur. Donc, le Gabon a ce potentiel-là. Et j'ai évoqué également les zones économiques spéciales, dont la principale qui est à 27 km de Libreville, qui rassemble de grandes entreprises. Il y a quelques entreprises françaises, c'est ça aussi que nous déplorons. La plupart des entreprises, on recherche des entreprises francophones pour venir s'implanter. Pour le moment, ce sont des Asiatiques, des Allemands, des Suisses. Bon, c'est vrai que la Suisse est francophone, mais on voudrait en avoir un peu plus, surtout les entreprises francophones et françaises, pour venir développer tout ce que nous avons comme projet de transformation de notre économie. Voilà un peu nos attentes en ce qui concerne la francophonie économique. Bravo, on peut les applaudir tous. J'ai encore une minute. Est-ce que Étienne veut dire un petit mot? Juste comme ça, ex abrupto, en invité surprise. On a eu la première ministre, première. Voici Étienne Giros, donc président du CIAN. Non, je vais être très bref. D'abord, tu me prends tout à fait à l'imprévu. Donc, merci à tous de votre présence sur ce thème aussi important. Non, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il a été dit beaucoup de choses que je partage. Simplement, la francophonie, pour moi, c'est une langue, évidemment, mais c'est avant tout un état d'esprit. Et je pense qu'on partage le même état d'esprit et les mêmes valeurs, notamment dans le domaine des affaires. Et nous devrions nous réunir plus souvent et le mettre davantage en œuvre en termes de groupement et d'action. Ça reste pour l'instant trop un concept ou souvent un peu trop bureaucratique comme approche. Et donc là, il faut absolument le réussir, puisque par derrière, il y a un droit en général qui est commun. Outre la langue, il y a un droit qui est commun. Il y a des habitudes d'affaires qui sont communes. Il y a une relation ancienne qui est commune. Donc il y a beaucoup d'atouts qui ne nous donnent pas, me semble-t-il, à nous autres entreprises françaises, un avantage juridique ou automatique sur la concurrence, mais par contre ça nous donne un avantage dans la réussite et dans le savoir-faire. Voilà. Alors après, dans tout ce qui a été dit, je dis simplement que je suis d'accord sur l'essentiel. Il faut investir davantage, il faut régler le problème des visas, et il faut surtout, dans les temps actuels, lutter contre le ressenti assez négatif du risque en Afrique. Aujourd'hui, nous vivons, par rapport à il y a 5-6 ans, une atmosphère qui fait que l'Afrique est vue par certains, pas énormément, mais un peu, comme un continent et un lieu risqué. Et donc, quand on est dans une atmosphère guerrière, de crise énergétique, de difficultés logistiques et d'inflation comme aujourd'hui, on regarde à 2 fois avant d'investir. Et des PME ou beaucoup d'acteurs qui pourraient investir en Afrique disent la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Donc, moi,
Moi, j'ai parlé avec des chefs d'entreprise depuis le week-end dernier. Il y en a qui avaient des projets au Burkina Faso. Je peux vous dire qu'ils n'y vont pas. Alors ça, c'est le pire. Mais on peut quand même aller moins grave et quand même avoir des restrictions. Et des grands groupes décident aussi de se retirer d'Afrique ou de vendre leur participation. Non pas parce que c'est pas rentable, parce que l'Afrique, elle est rentable et elle a du potentiel, mais parce qu'ils ont une perception du risque sécuritaire, environnement, marche générale des affaires et surtout réputationnelle qui les inquiète. La régulation, les devoirs de due diligence, les attaques d'ONG, quelquefois assez malveillantes. Eh bien, ça fait peur à un grand groupe. Donc, notre travail, me semble-t-il, et je pense que ça doit être une des missions de la francophonie, c'est de lutter contre ça. Parce que moi, je dis simplement que les fondamentaux, ils restent là. L'Afrique, c'est le marché de demain. L'Afrique est jeune maintenant, tournée à l'extérieur. Et donc, ces risques que je viens de mentionner, ils existent, mais il faut les surmonter parce qu'il y a des réponses à chacune. Tu m'as demandé d'être court, donc je m'arrête. Alfred, oui. Non, on ne reprend pas la parole. Non, c'est fini, on a un quart d'heure de retard. Alors, vous allez pouvoir échanger pour ceux qui veulent encore parler, puisque nous sommes attendus au deuxième étage, où il y a le cocktail. Et puis, moi, je vous dis rendez-vous au mois prochain, puisqu'on essaye de faire ces conférences chaque mois, en début de mois à peu près. Voilà, merci beaucoup à tous et à bientôt.